Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 364e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 364e de la série OCPA Magazine, nous avons retenu pour thème le rôle du barreau dans la distribution de la justice. Pour avoir cette émission, nous avons à la fois le privilège et le plaisir d'accueillir le bâtonnier de l'Ordre des avocats et le président de la Fédération des barreaux d'Haïti. Et également, un professionnel qui fait partie de ce que je pourrais appeler du corps des consultants nationaux bénévoles. C'est-à-dire des professionnels qui, dans le domaine de leurs compétences, apportent la lumière, l'éclairage nécessaire au grand public, et ceci de manière désintéressée. Eh bien, je veux citer le professeur maître Stanley Gaston. Professeur Gaston, bienvenue dans notre émission. Je vous salue maître Joseph Payan. Je salue également les téléspectateurs, téléspectatrices de Radio-Télé Guinée et également les internautes puisque vous en faites état. Donc pour moi, c'est un plaisir d'être avec vous à l'émission et d'apporter un éclairage sur un certain nombre de points qui concerne le droit, la justice et notamment le barreau. Merci. Si on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre organise un jeudi mensuel, le dernier jeudi du mois, et ce sera à l'hôtel Montana à 5h, le dernier jeudi du mois de février. Donc, nous invitons les confrères, les consoeurs, le grand public, les étudiants, les chercheurs à participer à, je dirais, la série de conférences de l'OCPA. L'Ordre reçoit également des inscriptions à son local, au numéro 17 de Ariel Boussan. Donc, ceux qui voudraient intégrer la corporation, eh bien, ils peuvent produire l'inscription au numéro 17 de Ariel Boussan. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, comme d'habitude aussi, nous répondons à une question. Eh bien, la question à laquelle nous allons répondre, c'est quand est-ce qu'il faut présenter des rapports financiers ou des bilans et des résultats à la DGI. D'après l'article 43 du décret du 29 septembre
2005, relatif à l'impôt sur le revenu, eh bien, dès qu'une entreprise a un chiffre d'affaires ou un actif total égal ou supérieur à 2 500 000 gourdes, elle est tenue d'avoir recours à un expert comptable pour déposer ses rapports financiers à la Direction générale des impôts. Article 43. Donc, c'est 2 500 000 gourdes. L'émission a pour titre rôle du barreau de la distribution de la justice. La justice est un service public. Et comme dit la Bible, la justice élève une nation. Donc, nous avons tous intérêt à une saine distribution de la justice. Et c'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à cette émission en faisant appel à Maître Stanley Gaston. Maître Stanley Gaston, tout d'abord, comment va l'ordre? Bon, disons que le barreau est en activité, le barreau est en chantier et nous avons un programme qui est en cours d'exécution et chaque jour, le Conseil fait de son mieux pour exécuter le programme et surtout apporter des innovations. Mais pour nous au Conseil, ce qui compte le plus, c'est la protection du public. Que devons-nous faire pour mieux protéger le public? Parce que l'ordre, le barreau n'a de sens que lorsque le barreau se tourne et travaille pour le public. Donc disons que dans tout ce que nous faisons, nos principales préoccupations, c'est le public, ce sont les justiciables, c'est la protection du public. Et dans cet ordre d'idées, nous faisons beaucoup d'activités, notamment des activités de vulgarisation du droit, des activités de sensibilisation, d'ouverture, de rapprochement, notamment des populations nécessiteuses. Donc, l'ordre des avocats, tel que nous l'avons actuellement, ce n'est plus un ordre qui est enfermé dans une logique corporatiste, mais c'est un ordre qui veut travailler avec beaucoup de compétences en mettant l'éthique de l'avant, aider le public parce que nous sommes convaincus, nous sommes conscients d'une chose, les barreaux d'Haïti ont un rôle à jouer dans le processus du développement du pays. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles un fort accent est mis sur l'institutionnalisation de nos barreaux. Comment institutionnaliser le barreau, comment faire en sorte que les barreaux s'inscrivent dans une dynamique de pérennisation de telle manière que lorsqu'on commence à aborder un chantier maintenant, 2-3 ans après, on voit qu'on continue à œuvrer pour l'aboutissement de ces chantiers. Très bien. Alors vous avez dit que l'ordre défend les intérêts du public, mais qu'en est-il de vos membres alors? Ok. Et pourquoi est-ce que je mets l'accent sur le public? Il y a deux conceptions. Il y a une conception corporatiste et il y a une conception qui tient compte du public. Depuis quelques années, nous avons pris nos distances, nos démarcations par rapport à la conception corporatiste. Suivant la conception corporatiste, la finalité de l'ordre, c'est exclusivement le public. Mais si vous regardez bien le travail que fait l'avocat, d'une manière générale, l'avocat ne travaille pas pour lui-même. L'avocat, c'est un professionnel qui intervient au nom de ses clients. Donc, l'avocat, il intervient d'abord au nom du public. Donc, puisque l'ordre, lorsqu'on considère l'ordre ou le barreau, c'est une corporation, c'est une addition, c'est une réunion de personnes qui forment l'ordre. Donc, par transposition, l'ordre également ne doit pas s'enfermer dans cette logique corporatiste. Donc, l'ordre doit travailler pour le public. Bien évidemment, puisque nous avons des membres, nous tenons compte des objectifs de nos membres. De leurs intérêts. Nous travaillons pour sécuriser les marchés juridiques. Nous travaillons également pour développer de nouveaux marchés juridiques. Nous travaillons de manière à ce que les avocats soient beaucoup plus compétents, de manière à ce que l'avocat affiche une attitude éthiquement correcte, que le public n'ait plus cette perception que l'avocat c'est un requin, c'est un détrousseur, c'est quelqu'un qui est là uniquement pour faire de l'argent. Naturellement, comme professionnel, il est de bon ton que l'avocat gagne sa vie à partir de sa profession, mais ce n'est pas que ça. L'avocat doit avoir une attitude éthique
correct et acceptable. L'avocat, c'est d'abord un membre de la collectivité et en tant que tel, il doit être à l'écoute des principales préoccupations de la collectivité. Il doit exercer son métier avec science et conscience et comprendre que le droit doit avoir un visage humain, qu'il participe essentiellement à la pacification de la société et au progrès de la société. Donc, ainsi compris et ainsi envisagé, la démarcation, elle est faite. L'ordre ne s'inscrit plus dans une dynamique corporatiste. L'ordre se tourne vers le public. En le faisant, nous poursuivons des chantiers tels qu'il faut maintenir le prestige, la dignité de la profession, puisque la profession d'avocat est percutante, c'est parce que le public a confiance en nous. Le public a confiance en nous, c'est parce que dans l'imaginaire public, on voit l'avocat d'une certaine manière. Pour le public, l'avocat, c'est celui qui a le bon langage. L'avocat, c'est celui qui maîtrise beaucoup de pans de la connaissance. Pour le public, l'avocat, il est comme un apôtre de la liberté. L'avocat, il est là comme le palladium des libertés. Quand les libertés publiques sont menacées, quand les droits fondamentaux n'arrivent pas à s'exprimer, eh bien, l'avocat, au nom des tiers, au nom d'autrui, il porte une parole. Et sa parole, même si on est dans les périodes les plus troublées, dans les périodes les plus tourmentées, au péril de sa vie, l'avocat, il porte cette parole. Là, c'est bien dit. Alors, vous avez fait mention de deux éléments, à savoir la compétence d'un côté et la conscience de l'autre. Mais que fait le barreau, l'ordre particulièrement, pour améliorer la compétence? Ok, bien. L'ordre intervient à plusieurs niveaux. Si je me cantonne dans ce que nous faisons actuellement et dans les projections que nous faisons pour ce qui va se continuer à faire dans les années à venir, le chantier de la compétence, pour nous, c'est un chantier fondamental. Nous partons de ce constat. Celui qui arrive, celui qui vient s'inscrire à l'ordre, il a reçu une formation initiale. Mais l'ordre n'a aucun contrôle sur la formation qui est reçue, c'est-à-dire la formation qui est dispensée par les universités, les centres d'enseignement supérieur et les facultés. Il y a beaucoup de centres d'enseignement, ce qui implique que le niveau est assez variable. Il n'y a pas un curriculum commun, il n'y a pas de dénominateur commun entre les centres d'enseignement en la matière. Donc, au niveau des ordres d'avocats, nous faisons il y a un test de connaissance qui est réalisé pour s'assurer que les fondamentaux sont sus, que les fondamentaux sont maîtrisés. Puisque essentiellement, l'avocat, il est un professionnel, il exerce un métier. C'est un métier qui est tourné vers la pratique. Une pratique qui est axée sur une théorie. Au niveau des ordres, on s'assure que la théorie qu'elle est sue, qu'elle est maîtrisée, et l'ordre fait un travail. On fait un travail de transmission de compétences, de transmission d'habilité, de transmission de savoir et de savoir-faire. Puisque notre profession, c'est une profession qui est vieille de 6 siècles. Il y a un ensemble de traditions, il y a un ensemble de valeurs qui doivent être transmises et perpétuées de génération en génération. C'est essentiellement ce qui fait l'âme de la profession d'avocat. Et c'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui nous permet de nous reconnaître et c'est ce qui permet aux autres également de nous identifier. Donc, l'ordre, c'est ce travail que fait l'ordre au niveau de la compétence. Nous faisons des transferts d'habilité, nous faisons des transferts de compétences, nous faisons des transferts de savoir et tout cela se réalise à travers une structure qu'on appelle l'école du barreau. Mais ce n'est pas seulement l'école du barreau. Il y a aussi des activités scientifiques que les ordres réalisent, des publications dans les revues, et également des conférences. Donc, en somme, les avocats sont exhortés à faire de leur mieux pour rester et demeurer des intellectuels. Puisque, comme on le dit très souvent, la connaissance qui ne progresse pas, cette connaissance, elle regresse. Il n'y a pas de statu quo en matière de savoir. Le savoir doit se renouveler constamment. Donc l'avocat, il est astreint à cette obligation. En plus, à côté de l'école du barreau, il y a aussi des obligations de formation continue.
Depuis pratiquement 3 ans, c'est une obligation pour l'ensemble de nos barreaux. Tout avocat ayant moins de 20 années de barreau, il est astreint à 20 heures de formation continue à l'année. Formation continue, soit il participe aux sessions de formation organisées par les barreaux, ou il participe à d'autres activités intellectuelles. Donc, il présente des conférences, il écrit des ouvrages, des articles dans les journaux, dans les revues spécialisées, il prend des formations à l'étranger, etc., etc. Donc, mais tout ça, il y a un comité qui valide la formation, et par rapport aux objectifs fixés, aux objectifs établis, si la formation reçue rentre dans le cadre de ce qui est défini, à ce moment, on valide pour un certain nombre d'heures de formation continue. Mais à côté de la compétence, moi, c'est ce que j'appelle la notion de conscience. La science, c'est la compétence, mais il y a aussi la question de la conscience, qui est la question qui relève de l'éthique. Il ne faut pas oublier que la profession d'avocat, c'est une profession libérale, c'est une profession indépendante, mais qui est organisée en ordre. Autrement dit, il y a une structure qui fait la police de la profession. Puisque l'avocat, il est au service du public, il y a un certain comportement qui est attendu de lui. L'avocat se trouve inséré dans un ensemble d'obligations. Tout ce qu'il fait relève d'une obligation. L'avocat, il ne peut pas faire n'importe quoi. D'abord, l'avocat, il a pour mission, il doit tout mettre en œuvre pour préserver le prestige, la dignité de sa profession, l'indépendance de la profession d'avocat. Par rapport vis-à-vis du client, il doit garder le secret qui lui est confié, c'est l'obligation du secret professionnel. Par rapport au magistrat, il doit être loyal, diligent, courtois. Les relations entre confrères, ce sont des relations qui sont empreintes de confraternité. Et dans le public, on reconnaît l'avocat comme étant un vir bonus. Il y a un comportement qui est attendu de lui. Il ne saurait afficher n'importe quel comportement. Donc, il y a un gros travail qui se fait au niveau de l'éthique pour aider l'avocat à demeurer, dans la route qui lui est tracée. L'avocat, il doit rester dans le sentier. Donc, autrement dit, les barreaux font un effort en ce sens. On rend disponible des heures de formation continue. Parmi les 20 heures de formation consacrées à l'année, il y a au moins 5 heures qui sont destinées à la formation continue, qui sont destinées à l'éthique. Parce que l'éthique, c'est quand même une notion qui est formulée dans les textes, mais ce qui est formulé dans les textes, ce n'est qu'à titre indicatif, puisque l'éthique, quand même, elle est dynamique. Donc, cela dépend des rapports sociaux, cela dépend de certaines situations. Il faut tout le temps analyser, il faut tout le temps adapter. Donc, pour ce faire, il faut qu'il y ait des cadres de discussion, des cadres d'échange permettant de savoir, surtout lorsque la frontière est mince, entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Maintenant, on fait des discussions pour voir effectivement comment avancer. Et à ce propos, je cite un exemple. Il y a de cela quelques années en France, il y a eu tout un débat. Au niveau des instances internationales, notamment le GAFIC, on est venu avec des recommandations et disant que l'avocat, il joue un rôle en matière d'argent, de transfert d'argent, de blanchiment des avoirs. L'avocat, il joue un rôle et on pense que l'avocat est un intermédiaire. Et en tant qu'intermédiaire, on veut que l'avocat soit astreint à des obligations légales. Et notamment l'obligation de dénoncer les clients qui ont à l'esprit de commettre des infractions. Donc, autrement dit, on veut faire de l'avocat un délateur. Eh bien, cela a fait beaucoup de débats, cela a suscité pas mal de réactions, que finalement, la question a été par devers une instance internationale. Et la Cour a tranché en disant que l'avocat, on comprend bien la nécessité de mener la lutte contre le financement du terrorisme, on comprend bien la nécessité de mener la lutte contre l'argent sale, le blanchiment des avoirs. Ouais, contre le blanchiment des avoirs, mais cela doit se faire dans le respect des règles cardinales de la profession. Parce que si le secret professionnel, s'il est battu en brèche,
qu'est-ce qui va arriver? C'est que le public n'aura plus confiance en l'avocat. Donc, on a pu trouver un ricochet. Maintenant, quand l'avocat se trouve dans une situation pareille, l'avocat, il va en parler au bâtonnier. Et le bâtonnier, lui, qui n'est pas en rapport directement avec la personne concernée, c'est-à-dire le client de l'avocat, le bâtonnier, il pourra alerter les instances publiques par rapport à telle ou telle situation, puisque, en définitive, ce qu'il faut comprendre, il faut toujours trouver un équilibre entre la sécurité publique et l'exercice de la profession libérale. Très bien. Alors, vous avez fait un long développement, à savoir les deux ailes d'un oiseau, la compétence et la conscience. Tout à fait. Et ceci nous porte à croire que le barreau exerce, contrôle la profession. Mais est-ce que dans les faits, le barreau contrôle effectivement la troupe? Ah non, mais le barreau fait plus que ça. Le barreau fait plus que ça. C'est-à-dire que, parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui arrive? Le barreau joue un rôle de premier plan dans la société. Et le barreau joue un rôle de vigie. Le barreau, c'est le principal garant de l'état de droit. Le barreau doit jouer le rôle de lanceur d'alerte quand ça ne va pas. Lorsque l'on observe des dérives au niveau des instances étatiques, donc le barreau doit pouvoir intervenir et avec autorité pour dire que ça ne va pas, halte là, il faut corriger, il faut rectifier. Donc pour ce faire, le barreau doit être crédible, le barreau doit être légitime. Comme on le dit très souvent, il faut commencer par balayer devant chez soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si je nourris la prétention de faire la leçon aux autres, je dois d'abord commencer moi-même pour corriger mon devoir, pour corriger ma copie. Donc le barreau fait l'effort pour rester crédible et légitime. Nous sommes conscients que l'avocat n'a pas bonne presse. Mais depuis quelques années, il y a un travail assez conséquent, un travail assez important qui se fait pour mettre les gens en confiance et pour rappeler les avocats à l'ordre. La police de la profession, elle est assurée. Le barreau intervient pour contrôler la compétence de ceux qui arrivent, de ceux qui accèdent à la profession. Mais des fois, le barreau fait sortir le bâton aussi pour frapper ceux qui s'écartent de l'éthique. Et je ne sais pas, pour ceux qui sont au fait de l'information, donc vous êtes au courant que depuis quelque temps, nous prenons des mesures. Il y a des sanctions disciplinaires qui sont prononcées contre les avocats. Et à partir de la semaine prochaine, les noms seront connus dans les médias. Puisque si vous travaillez pour restaurer la confiance, donc les gens doivent comprendre qu'il y a un travail sérieux qui se fait. Ce n'est pas un travail cosmétique, ce n'est pas du saupoudrage, mais c'est vraiment un travail sérieux qu'on est en train de réaliser. Très bien. Le thème de l'émission, c'est le rôle du barreau dans la distribution de la justice. Alors, il y a deux grands acteurs. Il y a le juge, ensuite il y a l'avocat. Mais alors, comment les rapports entre ces deux acteurs doivent-ils s'harmoniser pour garantir effectivement le respect des droits du justiciable? D'accord. Au regard des textes et au regard de la nature du travail que ces deux personnages sont appelés à jouer, il doit y avoir un rapport empreint de cordialité et de distance. Empreint de cordialité et de respect et de distance. À aucun moment de la durée, on ne saurait arriver à une certaine confusion entre les rôles de juge et de magistrat. La distance, elle est nécessaire pour que le magistrat maintienne son prestige et son autorité. Parce que le magistrat, il est placé, il est une figure d'autorité. Il incarne, il symbolise la majesté de la justice. Et l'avocat, en tant que collaborateur, en tant qu'acteur, il intervient pour collaborer à l'acte de juger. Donc, étant entendu, il y a une démarcation qui est faite. Le juge, il est là, il maintient la balance, il reçoit les contestations des parties, et lui, il fait tomber le glaive, il tranche. Mais l'avocat, lui, il vient avec une contestation par devers le juge. Et l'avocat, il le fait de manière intéressée, puisqu'il représente un client, mais l'avocat, il doit le faire dans le respect des règles d'éthique et de la déontologie. L'avocat doit se livrer à de bonnes pratiques. Donc, les pratiques déloyales, vous comprenez très bien que ce sont des pratiques qui sont à proscrire, qui sont à bannir. À chaque fois qu'il est parvenu à notre connaissance
qu'un avocat se livre à une pratique déloyale, cet avocat, il est appelé et au besoin, on le sanctionne. Parce que l'avocat, il doit comprendre qu'avant tout, ce qui est attendu de lui, il est un vir bonus, il doit avoir un comportement correct. Il y a une pratique que depuis quelque temps que l'on observe. Il y a une pratique où, à votre insu, vous ne savez même pas que vous êtes engagé dans un procès et à votre insu, vous voyez qu'un jugement a été rendu contre vous. Par exemple, si vous occupez une propriété, on vient vous déguerpir. Par défaut. Par défaut, voilà. Ce qu'on appelle par défaut, dans certains pays, on appelle ça, ce sont des significations à poteau. Ouais. Ou bien bon, chez nous, dans notre langage, nous disons que on vous a soufflé le papier. Voyez, donc, on vous a soufflé le papier. Donc vous n'avez même pas vu l'acte d'huissier, c'est un acte qui vous a été soufflé. Mais là, c'est assez grave comme comportement. Donc si un avocat il est surpris, il est convaincu de se livrer à de telles pratiques, l'avocat il sera sanctionné. Et il sera sanctionné sévèrement. Donc ça, nous le disons haut et fort à tous les avocats. Donc l'avocat il doit comprendre que désormais, les ordres d'avocats ont un rôle à jouer. Moi, j'ai été au Canada en 2011 et les avocats canadiens m'ont tenu un langage qui m'avait fait beaucoup de mal. Ils ne comprennent pas comment dans un pays où il y a des avocats, que ce pays n'arrive pas à emboîter le pas vers le progrès, vers le changement. Donc les avocats ont un rôle à jouer. Nous avons un rôle de premier plan à jouer puisque la société, l'État est fondé sur des principes, l'État est fondé sur des règles. Or, s'il y a un corps de métier qui maîtrise les principes, qui maîtrise les règles, ce sont les avocats. Donc nous devons être des serviteurs au service de la société, au service de la patrie, pour aider les pouvoirs publics à aller de l'avant. Et non être là pour nous comporter comme des mercenaires, comme des gens pour qui la seule finalité, c'est gagner de l'argent. Oui, c'est important de gagner de l'argent, mais il faut gagner de l'argent tout en ayant à l'esprit, tout en ayant à la conscience que le travail que nous faisons, que la société, en grande partie, la paix sociale, le bonheur de chacun, dépend du travail que nous faisons. Très bien. Donc, c'est bien dit. Maître Gaston, l'avocat doit être un conseiller, un vieux bonus. Donc, sur ce, on prend une pause. On vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 364e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. Émission qui a pour thème rôle de l'ordre des avocats ou du barreau dans la distribution de la justice. Notre invité, le président de l'ordre des avocats, le président de la Fédération des barreaux, Maître Stanley Gaston. Au cours de la première partie de l'émission, Maître Gaston vous a parlé du rôle d'avocat et des différentes actions entreprises par le barreau pour assurer d'une part un niveau de compétence acceptable, des services de qualité au public, et deuxièmement un niveau de conscience tout aussi acceptable pour garantir la confiance entre les parties. Maître Gaston, avant la pause, a présenté l'avocat comme un véritable conseiller. Un homme de bien, une référence. Ça veut dire, Maître Gaston, qu'on devrait rechercher la compagnie de l'avocat en tant que conseiller. L'avocat, c'est cet homme, ce professionnel, cette femme qui est là pour aider. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui, en principe, cherche des conflits, qui anime les conflits et qui tire avantage de cela. Maître Gaston, au cours de l'émission, j'ai reçu une invitation à vous faire.
L'invitation vient du secrétaire d'État des Finances et la Direction générale des impôts. Eh bien, ces deux autorités me demandent de vous exhorter à porter vos confrères et consoeurs à produire leur déclaration définitive d'impôt. Donc, c'est uniquement un message. Bon, mais messages. Mais je souhaitais quand même réagir. Donc, d'abord, je remercie le secrétaire d'État. Le message est bienvenu. Okay. Donc, il a frappé à la bonne porte pour deux raisons. Premièrement, en tant que citoyen, l'avocat, il doit payer ses impôts. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'État a besoin de revenus pour réaliser des projets, pour faire des investissements. Donc, puisque vous faites partie de la communauté, vous êtes un assujetti, et en tant que tel, en tant que citoyen d'abord, vous devez payer vos impôts. Mais deuxièmement, en tant que professionnel. En tant que professionnel, nous sommes astreints à des obligations fiscales, à des charges fiscales, notamment la patente qui est liée à l'exercice de la profession et l'impôt sur le revenu qui concerne l'ensemble des citoyens, mais et qui nous concerne aussi. Au niveau de la formation continue que nous faisons cette année, 5 heures seront consacrées à des rappels, disons à une formation spécifique qui sera dispensée à l'avocat sur ses obligations fiscales. On fera appel à quelqu'un de la DGI qui viendra présenter pour les avocats quelles sont les charges fiscales auxquelles les avocats se trouvent assujettis. Et maintenant, comment procéder au calcul pour payer les impôts? Impôts sur le revenu, patente, masse salariale, etc. Mais c'est aussi une obligation légale, puisque, suivant les textes, un avocat qui n'est pas nanti de sa patente et qui exerce une action pour un client, l'action sera déclarée irrecevable. Très bien. Donc, c'est aussi, si le barreau a la prétention de protéger le public, le barreau également doit avoir un œil ouvert sur la fiscalité de l'avocat. Et nous souhaiterions nous assurer. Et là, nous mettons les mécanismes en place. Donc, le barreau veut s'assurer que les avocats disposent d'une patente, payent l'impôt sur le revenu et autres. Mais nous allons beaucoup plus loin. La logique qui est dégagée, c'est que pour qu'il y ait réforme, il faut aussi accompagnement législatif et des structures. Il faut mettre des structures en place. À l'heure actuelle, il y a un projet de loi, un avant-projet de loi sur la profession d'avocat qui est en circulation. Nous avons noté que, à travers les plaintes que nous avons reçues, nous avons constaté que la majorité de ces plaintes concernent des avocats qui ont détourné les avoirs de leurs clients. Et dans nos recherches, nous avons appris qu'à l'étranger, qu'il y a un mécanisme qu'on appelle la CARPA qui fonctionne. La CARPA, c'est une caisse qui est centralisée, qui est sous le contrôle du Conseil de l'ordre. Quand l'avocat est au barreau, le barreau dispose du compte CARPA, mais il y a des sous-comptes. Donc chaque avocat est obligé d'avoir un sous-compte qui est domicilié dans le grand compte CARPA. Et toute transaction en lien à la profession doit être réalisée à partir du compte CARPA. C'est-à-dire, vous recevez un chèque de client, vous recevez un montant de client, tout est déposé dans le compte CARPA. Et à un certain moment, vous venez avec votre comptabilité, vous venez avec vos factures, vos reçus. Il y a les responsables de la CARPA, ils vont faire le compte avec vous. Maintenant, ce qui revient à l'avocat, on lui signe son chèque. Maintenant, ce qui doit revenir au client, on signe également le chèque au client. Et maintenant, lorsque la DGI aura besoin d'exercer un contrôle, afin d'avoir une idée de ce que gagne un avocat et autres, maintenant, il sera très loisible à la DGI de procéder à ce contrôle. Mais moi, je crois fondamentalement, il ne saurait y avoir de progrès et de changement dans une société si on ne met pas en place des mécanismes, si on ne met pas en place des structures et des normes. Le problème que nous avons fondamentalement dans ce pays, c'est que nous sommes quelque peu allergiques à tout ce qui est norme, à tout ce qui est structure, à tout ce qui est formel, à tout ce qui est contrôle. Dès lors que vous tentez de formaliser les rapports, vous tentez d'exercer un contrôle, on soulève toutes sortes de choses, on crie haut sur le baudet,
On conteste, on vient avec toutes sortes de prétextes, mais l'idée est que les gens se complaisent dans le statu quo et les gens veulent continuer dans la même direction. Très bien. Donc, encore une fois, l'émission a pour thème « Rôle du barreau dans la distribution de la justice ». Vous avez parlé, pour la première partie de l'émission, des efforts du barreau pour garantir, pour renforcer le niveau de compétence. Mais comment sont les rapports du barreau avec les centres de formation, les centres d'enseignement? Bon, pour le présent moment, est-ce qu'on peut vraiment parler de rapport? Bon, sinon que nous sommes dans la société, on se connaît, on se rencontre, on se salue. Il n'y a pas véritablement de rapport institutionnel, de rapport formel entre nous. Depuis quelque temps, il y a des initiatives en ce sens. Il y a des initiatives. Puisque les pourvoyeurs des barreaux, ce sont les centres d'enseignement. Ce sont les centres d'enseignement, ce sont les universités. Et depuis quelque temps, c'est avec beaucoup d'amertume que nous faisons un constat. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent intégrer les barreaux, mais qui n'y arrivent pas. Parce qu'ils ne réussissent pas l'examen d'entrée. Je ne parle pas de concours. Ce n'est pas un concours. Il y a une différence entre un concours et un examen. Tout à fait. Dans un concours, il y a un quota. On peut dire qu'on veut avoir 30, 50, 100. Mais dans un examen, il n'y a pas de quota. Il y a seulement une note de passage. Ceux qui réussissent accèdent. Très bien. Depuis pratiquement 2 ans et demi, suivant la nouvelle réforme qui est mise en œuvre au barreau, nous avons vu des résultats assez catastrophiques. Mais le dernier résultat qui a été enregistré est plus ou moins reluisant. Donc avant, sur 100 personnes inscrites, on avait des taux, je vais directement citer des chiffres. Donc le nombre de réussis était avoisiné entre 10, 15, rarement 20. Et là, je vous parle à peu près, c'est sur à peu près 6 cohortes, 6 contingents qui avaient nourri l'ambition d'intégrer le barreau. Mais lors de la dernière évaluation, lors du dernier examen qui s'est réalisé, il y avait environ 137 personnes, pourtant, si je ne m'abuse, il y avait 137 personnes qui voulaient intégrer le barreau, mais au final, il y a au moins 52. 52 ont réussi. Oui. Donc, mais c'est quand même un taux assez... Ça dénote quelque chose. Cela démontre qu'il y a un travail, un message a été lancé. Un message a été lancé. Les gens comprennent que définitivement, si vous n'êtes pas compétent, si vous n'avez pas le niveau voulu, il n'y a pratiquement aucune chance d'accéder au barreau. Eh bien, les jeunes, les licenciés, et même au niveau des centres d'enseignement, donc il y a un ensemble d'efforts qui commencent à se réaliser. Très bien. Pendant très longtemps, le barreau a été très critiqué. Okay. Nous avons été critiqués parce que nous avons institué un examen oral. Parce qu'au niveau de l'examen d'entrée, il y a 2 types d'examens. Il y a un écrit, il y a un oral. Mais il y a 15 jours de cela, j'ai entendu avec plaisir le ministre de l'Éducation nationale en France qui en ce moment est en train d'instituer le grand oral au baccalauréat. Parce que quel est son argumentaire? C'est un argumentaire de poids. Il vous dit que le français, même si votre langue maternelle, c'est le français, même si depuis que vous êtes né, vous vous exprimez en français, mais vous devez avoir un bon niveau de langage. C'est-à-dire avoir un vocabulaire assez riche, maîtriser certaines tournures de langage, maîtriser un certain nombre de compétences, que vous évoluez dans le public ou dans le privé, vous utilisez votre langue. C'est un véhicule. C'est un véhicule, donc vous devriez pouvoir bien vous exprimer. Eh bien, c'est la même chose que nous faisons au barreau. Celui qui arrive au barreau, nous voulons nous assurer que c'est quelqu'un qui peut s'exprimer, que c'est quelqu'un qui peut véhiculer un message. C'est quelqu'un qui peut se faire comprendre, qui peut raisonner, qui peut argumenter. Parce que l'avocat, avant tout, il est un conseiller. Très bien. Alors, en très peu de mots, Gaston, est-ce que vous n'aurez pas intérêt à, du moins, influencer ou du moins donner quelques recommandations pour la définition du curriculum au niveau... Il y a un mouvement, en ce moment, il y a un mouvement, il y a une initiative pareille qui est en cours. Et là, la Fédération des barreaux d'Haïti essaie, parce que ça je le dis bien, puisqu'il y a quand même de gros enjeux, il y a quand même de gros intérêts, et là je parle d'intérêts pécuniaires qui sont en cause, pas au niveau des barreaux,
mais au niveau des centres d'enseignement. Donc il y a de gros enjeux, mais nous discutons avec tout le monde parce que l'idéal, c'est de faire comprendre aux gens, c'est d'abord, il s'agit de préparer les générations à venir, il s'agit de transmettre des connaissances, une formation de qualité. D'abord, il y a une nécessité pour qu'il y ait un curriculum uniforme ou bien basique. Basiquement, il doit y avoir un curriculum uniforme entre les différents centres d'enseignement qui interviennent au niveau du droit. Maintenant, dépendamment de l'orientation d'une université, d'une faculté ou d'un centre d'enseignement, il peut y avoir d'autres matières enseignées, mais basiquement, il y a un socle. Il y a un socle autour duquel tout le monde doit se mettre d'accord. Et puis ensuite, il faut voir aussi la qualité, les critères, les critères de ceux qui enseignent. Est-ce que quelqu'un qui n'a même pas encore une licence, est-ce qu'il peut enseigner? Est-ce que quelqu'un qui n'a que la licence, est-ce qu'il peut enseigner au niveau de la licence? Est-ce que si vous n'avez que la maîtrise, est-ce que vous pouvez enseigner au niveau de la maîtrise? Donc il y a un ensemble de préoccupations, un ensemble de questions qui méritent d'être agitées, mais avec amertume, j'observe aussi que la question, elle ne fait pas encore l'objet de préoccupations étatiques. Parce qu'au niveau du rectorat, au niveau du ministère, et plus globalement, au niveau de l'État, ça aurait dû faire l'objet de réflexions et même de mesures, puisque nous parlons en définitive de l'avenir du pays. Au niveau de la CARICOM, Haïti est parti au traité de la CARICOM. Et dans cette structure, on prévoit la libre circulation des services, des biens et des personnes. Mais au niveau des services, ça va être difficile pour nous, puisqu'on exige une certaine qualité au niveau de l'enseignement. Donc, nos diplômes, comment seront-ils certifiés? Maintenant, quand vous avez des gens qui ont une formation assez variable, vous voyez, une formation assez variable qui laisse à désirer. Des disparités. Non, qui laisse à désirer. J'entends ceux qui vont étudier à l'étranger. Des fois, ils viennent se confesser à moi. Donc, ils vous disent que lorsqu'ils arrivent à l'étranger pour poursuivre des études, ils sont obligés de reprendre le cursus de la licence. Mise à niveau. Mais c'est même pas une mise à niveau. Parce que si c'était une mise à niveau, on vous aurait astreint à 30 heures, à 40, à 50 heures, maintenant pour combler un peu les lacunes, pour compléter, ou bien s'il y a des matières qui n'ont pas été enseignées, vous donnez le temps de vous mettre à jour. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que... C'est la reprise. Non, c'est la reprise. Les gens reprennent le cursus. C'est-à-dire que vous avez passé 4 ans à l'université, et vous allez encore refaire 4 ans avant d'aller en maîtrise. Non, on ne peut pas faire ça au pays. Je crois que ça demande beaucoup plus de sérieux. Il faut agir en amont. Ça demande beaucoup plus de sérieux. Le nivellement doit se faire par le haut et non un nivellement par le bas. Très bien. Nous ne sommes pas un pays isolé. Nous ne vivons pas en vase clos. Nous sommes dans un monde globalisé où il y a des déplacements. Le monde est un village. Le monde est un village. Il y a des circulations de personnes, circulation de capitaux, les services, échange de services. Donc, Haïti est un pays, nous devons nous mettre au pas. Très bien. Maintenant, garçon, une question peut-être embarrassante. Les conflits aujourd'hui, les conflits terriens particulièrement, les avocats sont au centre des conflits. Est-ce que le barreau peut agir pour freiner, du moins réduire ces tensions? OK. Donc, à votre déplaisir, je vous dis rapidement que dans la société, il n'y a pas de questions embarrassantes. Parce que toutes les questions doivent être posées et débattues pour trouver une solution, puisque l'avenir du pays en dépend. Merci. Oui, il y a une vraie problématique, la problématique du foncier, la problématique de la dépossession, dépossession violente, si je peux le dire ainsi. Il y a des gens qui occupent des propriétés depuis 15, 20 ans, et vous voyez des fois, avec la complicité des avocats, malheureusement, de certains magistrats, soit du ministère public qui sont au parquet, ou bien qui sont tout bonnement des magistrats de siège, de complicité de policiers, de notaires, d'arpenteurs et de fonctionnaires de la DGI, nous voyons qu'il y a des accapareurs qui font main basse sur la propriété d'autrui. C'est une vraie problématique puisque personne n'est à l'abri. Ça peut arriver à n'importe qui, ça freine les investissements. Quelqu'un qui a un capital
il ne veut pas venir investir parce qu'il n'a pas la sécurité juridique qu'il faut. Ça pose un véritable problème. Au niveau de nos barreaux, c'est aussi pour nous une préoccupation. Mais comprenez bien, le barreau n'a pas un pouvoir de sanction tout azimut. Le barreau ne peut sanctionner que ses membres. Nous exhortons les pouvoirs publics à mettre en œuvre, à prendre des initiatives, et là, il faut aller très loin. Nous ne sommes pas le premier pays à faire face à ce genre de comportement. Il y a de cela moins d'une décennie, des cas pareils s'observent en République dominicaine. Mais l'État dominicain est intervenu et l'État dominicain a compris qu'il ne fallait pas jouer avec l'assiette économique du pays, qu'il ne faut pas remettre en cause le progrès qu'on a enregistré à Saint-Domingue. Donc l'État est intervenu, il y a eu des sanctions, les gens ont été sanctionnés sévèrement, mais vraiment sévèrement, mais depuis, on a vu que ça appartient à un souvenir du passé. Mais chez nous, c'est la même chose qu'on doit faire. Au niveau de nos barreaux, toutes les fois que nous sommes alertés, nous sommes informés qu'un avocat a eu un comportement qui est contraire à l'éthique, un comportement qui se réfère à une question de dépossession et autres. Eh bien bon, le barreau va réagir, le barreau va sanctionner. Mais comprenez bien, ce n'est qu'une goutte d'eau au niveau de l'océan. Donc il faut toute une concertation. Il faut toute une concertation. Il faut la mise en commun de tous les acteurs pour vraiment arriver à freiner et à juguler ce problème parce que ça met en péril, mais de manière irrémédiable, le pays au niveau économique. Nous n'aurons pas d'investissement, les gens ne voudront pas investir, et puis la paix sociale, cela deviendra un leurre, ça deviendra illusoire, puisque vous occupez votre propriété, vous avez fait des projections, vous savez que vous travaillez dans la société, vous faites l'acquisition d'un certain nombre de biens, dont vous avez des actifs immobiliers, mais vous voyez, après 30 ans, on vient vous dire que vous avez investi beaucoup d'argent et on vous apprend que la propriété n'est pas à vous, que la maison n'est pas à vous. Donc ça, ce n'est pas du tout agréable pour un citoyen. J'ai une question. Allez-y, je vous écoute. L'avocat qui devient juge ou qui accède à une fonction publique, commissaire du gouvernement, etc., est-ce que le barreau a encore autorité sur ce barreau? Oui, oui. Le barreau a autorité, mais l'autorité du barreau est mise en veilleuse pendant le temps que la personne occupe la fonction. Okay. On a eu des modifications au niveau du règlement, parce qu'il faut bien le dire, naguère, dans le temps, comment cela se faisait. Vous êtes un avocat, vous exercez, vous avez la qualification d'avocat militant. Dès lors que vous occupez une position ou une fonction, telle que vous devenez député, sénateur, président ou magistrat, juge, officier du parquet, vous êtes placé sur la liste des avocats en incompatibilité, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas habilitées à poser aucun acte se référant à la profession. Vous êtes en incompatibilité. Mais vous demeurez quand même avocat. Les obligations éthiques vous collent à la peau. Donc, le comportement éthique est toujours attendu de vous. Maintenant, pendant que vous êtes en fonction, le barreau prend note. Nous prenons note de ce que vous êtes en train de faire. Et lorsque maintenant, vous n'êtes plus en fonction, vous sollicitez votre réinscription, parce qu'il faut dire aussi que reprendre l'exercice de la profession n'est pas automatique. Il y a un processus administratif. Il faut d'abord solliciter sa réinscription. Il faut réintégrer le tableau de l'ordre. Maintenant, à ce moment, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va procéder à une enquête de moralité. On va voir est-ce que vous avez été correct. Si des plaintes ont été déposées contre vous, ces plaintes vont être instruites. Ou bien, le bâtonnier peut faire une saisine d'office du conseil par rapport au comportement que vous avez eu. Donc maintenant, véritablement, la réforme est en marche, la réforme est en cours, et moi, je souhaite qu'il y ait une continuité. Donc, l'avocat qui était considéré dans le temps comme un vir bonus, on doit pouvoir retrouver cet avocat vir bonus. Pour aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je sais que les gens n'ont pas confiance en l'avocat. Les avocats sont perçus comme des requins. Les avocats sont perçus comme des mercenaires.
il y a des gens qui ont une peur bleue des avocats. Ne dites pas à quelqu'un d'aller trouver un avocat. La personne a peur des avocats. Mais c'est parce que justement, dans nos rangs, il y a des avocats qui ont des attitudes qui confortent, qui inspirent ce genre d'attitude. Eh bien, bon, pour cette raison, les barreaux sont en train maintenant de faire un travail de nettoyage s'il le faut. S'il faut nettoyer, le nettoyage sera fait. Mais l'important, c'est que les gens retrouvent confiance dans la profession d'avocat et également confiance dans la justice. Puisque au niveau de nos barreaux, nous menons la lutte également pour porter les magistrats à un meilleur comportement. Mais comment demander à quelqu'un d'avoir une autre attitude si vous-même, vous n'avez pas une attitude qui inspire à la confiance, si vous ne nous érigez pas en modèle? Donc, c'est un peu ça. Mais au niveau de la fédération des barreaux, est-ce que l'action, il y a unité de vue? L'unité de vue, enfin, vous voyez, unité de vue, c'est illusoire. Dès lors que vous êtes à plusieurs, unité de vue, ça va être difficile. Mais nous évoluons dans un espace de consensus. Sur les sujets importants, sur les sujets de préoccupation, nous essayons de dégager des consensus. Mais il y a une précaution à prendre. Les choses ne doivent pas dépendre du bon vouloir des acteurs présents et des acteurs à venir. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait des cadres. En ce moment, nous travaillons sur un nouveau cadre légal pour la profession d'avocat. Et avec ce cadre légal va être comme un corset. Dès lors que vous êtes là, vous êtes pris dans le corset. Naturellement, vous pourriez bouger, mais il y a des choses que vous ne pourriez pas faire. Donc, il y a un travail à faire. Le travail sera fait pour changer l'image de la profession, pour qu'au demeurant, la profession d'avocat, ou bien les avocats d'une manière générale, soient au service de la collectivité, du progrès et du développement social. Très bien. Là, c'est un vœu, vraiment, c'est un vœu. Ce sont les vœux, je dirais, légitimes de dirigeants de barreau. Mais alors, est-ce que le barreau a les moyens de sa politique? À ceux qui savent tisser, Dieu donne la laine. Donc, si vous avez une vision, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous avez un rêve que vous vivez de manière éveillée, si vous travaillez, eh bien, vous allez quand même glaner les moyens par-ci et par-là, mais l'essentiel, c'est que vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Moi, si j'ai une satisfaction, c'est que depuis que je fais partie des instances ordinales du barreau, j'ai identifié beaucoup de personnes avec lesquelles on peut faire des choses, des gens de haute moralité, des gens qui mettent l'éthique de l'avant et des gens qui sont très conscientisés par rapport à la nécessité que les choses doivent bouger, que les choses doivent changer. Donc, de plus en plus, il y a une masse critique qui se dégage. Donc, avec cette masse critique, il y a une mise en commun des moyens qui se réalisent. Et puis, au fur et à mesure, naturellement, on aurait aimé pouvoir mobiliser plus de moyens maintenant pour faire davantage. Mais, oui, ça vaut. Mais la situation, elle est ce qu'elle est. Donc, on fait avec ce que nous avons. Mais moi, je le dis, le plus important dans la vie, ce ne sont pas les moyens. Les moyens sont certes importants, mais le plus important, c'est la vision. Il faut rester accroché à une vision. Il faut être déterminé. Il faut frapper les portes du succès à coups de gond. Il faut être déterminé. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons. Vous apprenez une leçon, quelque chose n'a pas fonctionné, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Faraday a réussi après 1000 essais. Donc vous-même, vous faites 10 000 essais et vous réussirez. Très bien. Ainsi prend fin la 354e édition de votre émission Hook Magazine, émission qui a eu pour thème rôle du barreau dans l'exécution de la justice. Et notre invité, le professeur Maître Stanley Gaston, président du barreau de Port-au-Prince et président de la Fédération des barreaux d'Haïti. Nous disons merci à Maître Gaston pour sa disponibilité. Nous disons aussi du courage et encore une fois, c'est rassurant de voir qu'il y a encore des hommes et des femmes qui veulent que les choses changent. Et deux éléments sont importants. D'un côté, la compétence, de l'autre, la conscience.
la compétence liée à la conscience, eh bien, ça peut donner des résultats inattendus. Et ceci, ce sera le grand défi pour tous. Merci, Maître Gaston, de sa disponibilité. Et à vous, nous vous disons à bientôt. Gaston, à bientôt. À bientôt, merci. Okay.